Salut les théonautes et bienvenue dans ce tout premier épisode de ZTO, le format qui cherche Dieu à travers les œuvres d'art. On va commencer cette série avec un film qui nous parle de John Oldman, un homme qui aurait été disciple de Bouddha, bien qu'il soit encore là au XXIe siècle. The Man from Earth est un film qui est sorti en 2007 aux États-Unis. Il est sorti 4 ans plus tard, en 2011 en France, en direct ou DVD. On dirait un téléfilm et pourtant, c'est beaucoup plus que ça. Le film est réalisé par Richard Shankman, un habitué des directs ou DVD, mais surtout il est écrit par Jerome Bixby, un scénariste des années 60. Il a écrit entre autres L'aventure intérieure de Richard Fleischer et des épisodes de la série La quatrième dimension. Petit disclaimer pour commencer, je vais évidemment spoiler ou divulgacher comme on dit en québécois. Sachez qu'on reste là si vous voulez aller voir le film avant, ou alors si vous aimez rentrer dans un film avec les clés, vous pouvez rester. J'ai décidé de séparer l'analyse du film en 5 grandes thématiques que je vous titrerai au fur et à mesure. Commençons donc l'histoire de The Man from Earth. John est un professeur d'université sur le point de déménager. Alors qu'il fait ses cartons, quelques-uns de ses collègues arrivent et on peut voir qu'il n'a pas l'air hyper ravi non plus. On apprend par une ligne de dialogue que John n'a pas pris une ride depuis 10 ans et qu'en plus de ça, il semble posséder un Van Gogh dédicacé. Tout de même, ils décident tous de boire un coup ensemble dans la maison de John. On a le biologiste Harry, rigolo de la bande, Edith, enseignant l'histoire de l'art et aussi fervente chrétienne, on le verra plus tard, l'anthropologue Dan, le philosophe, l'historienne Sandy, amoureuse de John, love interest un peu fade, mais qui a le mérite d'être là et de soutenir John dans son récit. L'archéologue Hart, clairement présenté comme un antagoniste, pas forcément dans ses propos, mais dans son attitude. Il est aux antipodes de John, nous verrons plus tard pourquoi. Et enfin, il y a l'élève de Hart, qui s'appelle Linda, qu'on nous présente un peu comme l'ingénue, et aussi un peu comme une meuf qui a été vampirisée par Hart, mais bon. Tout ce petit monde s'enquiert de savoir pourquoi John a démissionné il y a 2 jours et pourquoi il veut partir aussi vite. Call it cabin fever. After a while, I get itchy feet. Entre 2 gorgées de whisky, Dan l'anthropologue remarque un objet du Magdalénien. Cet objet est un burin. Pour information, Cro-Magnon n'est autre que Homo sapiens. Le nom de Cro-Magnon est un vestige de l'endroit où ont été trouvés des ossements d'Homo sapiens, à savoir l'abri de Cro-Magnon, aux Aisies de Taillac, en Dordogne, chez nous. L'objet permet à John de commencer un petit jeu. Il demande à tous ses amis érudits et universitaires à quoi ressemblerait un homme de Cro-Magnon qui aurait vécu jusqu'à maintenant. Tout le monde se prête au jeu et c'est là que l'écriture devient pour moi essentielle. Le biologiste nous explique qu'une régénération cellulaire pourrait expliquer cette anomalie. L'anthropologue nous dit que l'adaptation cérébrale de Cro-Magnon pourrait l'amener à penser comme nous et à ressembler à nous actuellement. Toutes ces personnes de science légitiment la possibilité qu'on vive 14 000 ans. Et ça, c'est un beau tour de passe-passe scénaristique qui permet à la mythologie du film d'être plantée. Il est possible de vivre 14 000 ans. Voici ce qu'en dit la science, bien qu'on n'ait jamais eu la preuve que cela soit possible à l'heure actuelle. D'ailleurs, le biologiste Harry nous invite à suspendre notre crédulité en disant Hey, you know, the more I think about it, yeah, it's possible. Anything is possible, right? After all, one century's magic, another century's science. They thought Columbus was a nut job, right? John veut alors aller plus loin dans cette affirmation, on ne joue plus. C'est de lui dont on parle, c'est lui l'homme de Cro-Magnon. Commence alors un jeu de questions-réponses où John est implacable. Il a toutes les réponses. Mais comment savoir si ces réponses viennent d'une érudition profonde ou d'un vécu? Difficile à dire. Bref, pas mal d'anecdotes qui questionnent Dan. Est-ce que l'objet du Magdalénien, le burin trouvé tout à l'heure, est un souvenir? John lui répond quelque chose que je trouve extrêmement pertinent. If you lived 100, 1,000 years, would you still have this? What would cause you to keep it? As a memento to your beginnings, even if you didn't have the concept of beginnings? It would be gone. Lost. No, I don't have artifacts. Nous venons au monde avec un monde qui a déjà commencé sans nous. Toute civilisation croit qu'elle est l'aboutissement de la civilisation. Nous regardons le passé, bien que parfois on en apprenne des choses, regardons la démocratie avec les Grecs, on se retourne toujours en se disant « avant, ils en savaient moins ». Mais avant, peut-être étaient-ils persuadés d'être à la pointe de la technologie? C'est donc avec cette vision anthropocentrique et surtout temporocentrique, centrée autour de son propre temps, que Dan l'anthropologue pose cette question. Le burin est peut-être un accomplissement technologique de cette époque, du point de vue de Dan, car il a le recul nécessaire pour le voir comme tel. Mais pour John, ce n'est pas un accomplissement, c'était un outil. Est-ce que nous garderions des stylos? Non, car pour nous les stylos ne sont pas des accomplissements, ils sont juste des outils. Mais pour une civilisation qui n'a pas le stylo, c'est un accomplissement. Le film nous invite à changer notre paradigme. Les points de vue que nous connaissons doivent être changés pour pouvoir percevoir le temps comme John le perçoit. Peut-être que pour lui, l'accélération temporelle qu'on ressent en vieillissant, c'est x1000. Et d'ailleurs, je trouve que ça se ressent un peu dans la manière qu'il a de nous raconter ensuite notre histoire, mais aussi la sienne. Everywhere.
creation myths, new gods, so many, so different. I finally realized that it was probably all hogwash. So I was Sumerian for 2,000 years, then finally Babylonian, under Hammurabi, great man. Tout ça, ce sont des millénaires, mais peut-être que pour lui, ça n'est rien. I continued east, to India. Luckily at the time of the Buddha. Luckily. Most extraordinary man I've ever known. He taught me things I'd never thought about before. You studied with the Buddha? Until he died. Ici, il y a une rupture dans le récit, mais c'est une impeccable gestion du rythme. Nous venons d'arriver à un moment charnière de la vie de John, qui a beaucoup vécu désormais, et il vient d'être confronté à la mort. Le bouddhisme étant riche de thématiques, je vais rester concentré sur celle qui m'intéresse pour mon analyse, à savoir le rapport à la mort et à l'existence. Le bouddhisme a souvent été vu comme une religion pessimiste qui prenait le vide de l'existence, et voire même un peu nihiliste. Je suis pas trop d'accord avec ça. Il existe un concept qui s'appelle la dukkha, que l'on peut traduire par souffrance, bien que ce soit toujours compliqué de traduire des notions aussi complexes. Et cette souffrance, c'est pas celle que provoque la vie comme le propose le christianisme. Ça ne veut pas dire que sur Terre, nous faisons que souffrir, plus tard nous allons être heureux, on va bien vivre, etc. Vivement le paradis. Pas du tout, la parole de Bouddha est plutôt optimiste, et il nous invite à comprendre que dans l'existence, on n'a pas toujours ce qu'on veut. Si vous désirez quelque chose ardemment, et que vous ne l'avez pas, vous allez évidemment souffrir. Si vous projetez dans le futur, vous allez souffrir. Si vous vous rappelez de tout ce que vous avez vécu dans le passé qui vous a fait mal, vous allez souffrir. La dukkha, c'est l'acceptation que la vie a des hauts et a des bas, afin de se détacher des émotions négatives. C'est tout à fait optimiste de mon point de vue, c'est pour ne pas souffrir soi, tout en contemplant la beauté du monde. L'enseignement du Bouddha nous apprend à accepter que la vie est impermanente. Tout change, tout évolue, et nous ne devons pas pleurer la mort de choses sur lesquelles on n'a aucun contrôle. John, pour moi, apprend à ce stade à accepter son sort d'immortel. Mais bon, il n'est pas tout seul dans cette histoire, et il y a des gens qui ne sont pas dans l'acceptation. Notamment Art, l'archéologue. This whole thing is just a crock. I should leave, but I'm gonna stay. You know why? Because I want to see what the hell this is all about. Moi j'adore que ce soit l'archéologue qui se vénère, et en même temps qui d'autre à ce moment-là de l'histoire, tout simplement parce qu'il nous a été présenté, selon mes valeurs à moi, un peu comme un tocard. Il arrive sur une moto, il fait le beau, il a pris une gamine de 19 ans alors qu'il en a 45, il sait tout sur tout, il vient d'écrire un livre. Bref, c'est le type un peu détestable qui semble être habité par la certitude, tout ce qu'on déteste. Un nouveau joueur arrive donc, c'est Will Gruber, le psychanalyste. Il pose des questions en direct, pourquoi tu crois que tu as vécu 14 000 ans? Dan prend la parole et il nous invite à écouter John, pas forcément à le croire, pas forcément à le juger, mais au moins à rester ouvert. En substance, Dan nous parle d'avoir la foi, gardez ça en tête, la thématique la plus fondamentale du récit approche pour moi. Dan alors soulève un point très intéressant, il dit que le récit de John ne colle pas à la nature telle qu'on la connaît. Voici la réponse de John. But we know so little, Dan. We know so little. I mean, how many of you know 5 geniuses in your field that you disagree with? You would have studied a great deal. I have 10 degrees, including all of yours. Except yours, Will. Living 14,000 years didn't make me a genius. I just had time. Comment mesurer notre savoir? Les diplômes, John vient de nous le dire, c'est le temps qui lui a permis de les avoir, pas l'intelligence. Et pour certains de ces diplômes, ils ont 150 ans, donc ils ne sont plus d'actualité. Ce qui était vrai hier ne l'est plus aujourd'hui, et peut-être inversement. John nous invite à rester humble face au savoir. Seconde pause dans le récit, parce que, il faut quand même le dire, c'est un film que de dialogue, il faut digérer les informations. Maintenant que John nous a partagé le chemin de sa longue existence et les leçons qu'il en a tirées, reste alors une question, la mort. John est comme nous, il n'est jamais mort. Donc il ne sait pas ce qu'est la mort. La mort ne semble pas l'attendre, et pourtant, il doit se poser la question de sa propre finitude, non ? Dans son livre « Dieu, la mort et le temps », le philosophe franco-lituanien Emmanuel Levinas nous explique « Notre rapport à la mort, d'après lui, conditionne notre perception de l'existence. Mais cette perception n'est pas due à la connaissance de la mort, mais au fait que la mort est une possibilité. C'est le fait que quelque chose soit à venir, dans le futur, qui en fait une possibilité. La mort est à la fois quelque chose qui est à venir, dans le futur, mais elle semble aussi une certitude. Mais pour autant, comme elle n'arrive jamais, et que lorsqu'elle arrive, nous ne l'expérimentons pas, elle reste constamment au stade de possibilité pour lui. Il dit même « La mort est une possibilité absolument certaine, elle est la possibilité qui rend possible toute possibilité. Il en est de même pour la mort d'autrui. Nous n'expérimentons pas la mort d'autrui, nous la constatons par des phénomènes, raideur cadavérique, tympale, etc., enfin tous les trucs joyeux quoi, mais on ne sait pas la mort. On a un rapport à la mort qui serait d'après lui une émotion, un mouvement et une inquiétude dans l'inconnu. Pour John,
c'est la même chose. La mort est sa grande inconnue. Il pourra traverser toute l'existence, qu'il ne connaîtra jamais le continent interdit, celui dont on ne revient pas. Il semblerait que ce sujet trigger de plus en plus Will le psychologue, car il devient virulent avec John. Everyone you knew, John, has died. I've regretted losing people. Often. Have you ever felt guilt about that? Suppose I have. Yeah. Well, what can I do about it? Ah vraiment John, un grand sage. Well, then, perhaps it is time to die. Oh, wait a minute. Bon, mais c'était une blague apparemment. Une blague de psychologue. Will s'en va et on apprend que sa femme est morte 2 jours plus tôt. On comprenait maintenant que ce sentiment d'injustice qui l'habitait venait du fait que sa femme venait de mourir et que, comme toute mort, elle est injuste. Ciao Will qui part, mais dedans, tous les autres scientifiques commencent à être emportés par le récit quelque part. Ils veulent en savoir davantage. Mais que reste-t-il une fois qu'on est né, qu'on a vécu et qu'on est mort? Most people. Some just never get over it. Do you believe in God? As Laplace said, I have no need of that hypothesis. He may be around now. John, en bon sage, doute. On finira même par apprendre qu'il est une figure biblique. Et pas n'importe laquelle. Eh oui, c'est lui. Jésus. Autant vous dire que Edith Lakato, ça le fait pas avec elle. He went to the Near East thinking, why not pass the Buddha's teachings on in a modern form? So he tried. Cela correspond à une théorie, la théorie du Jésus bouddhiste. Oui, il existe une théorie qui nous expliquerait que Jésus a reçu les enseignements de Bouddha et que c'est ce qu'il a essayé de proposer à travers ses messages. Certains chercheurs soutiennent cette théorie, c'est le cas de Raphaël Liogier dans son livre Jésus, Bouddha d'Orient. Bien qu'il y ait des similitudes entre les discours, parfois même entre les phrases dans le message global, il n'existe actuellement aucune preuve que Jésus a bien reçu les enseignements de Bouddha. John nous parle alors de l'histoire de Jésus, mais il y a une fluctuation dans la narration. Il parle de Jésus à la 3e personne. He blocked the pain, as he had learned to do in Tibet and India. He also learned to slow his body processes down. Bien qu'il nous ait soutenu que c'est lui Jésus, il s'en distancie. C'est comme si John doutait de ses propres souvenirs, mais il revient à la première personne lorsqu'il dit Thus I was resurrected. comme si l'histoire elle-même lui avait volé son vécu. Il n'est pas le Jésus qu'il raconte, il ne sait même plus qui il a été, car le Jésus biblique est devenu tellement important qu'il a effacé qui il était. Will revient alors et apprend que John se prend pour Jésus, et il lui demande « Depuis quand tu crois ça ?» Et John rétorque When did you begin to believe you were a psychiatrist? « J'adore, putain. Since I graduated Harvard Medical School and finished my residency, I've had that feeling. Why? » Et oui, mais John l'a dit plus tôt, les diplômes, c'est pas ça qui fait que vous êtes psychanalyste ou biologiste ou etc. Ce n'est pas ça qui mène à la vérité. Will nous propose d'ailleurs une explication un petit peu banale pour un psy. Rejet du père, peur de l'enfance. Restent alors 2 remparts à l'histoire de John. Will, le rationnel, et Edith, la catho. On essaie un petit peu de piéger John en lui demandant « Récite-moi le sermon sur la montagne ». C'est un passage très connu du Nouveau Testament où Jésus a prêché sur une colline. Et déjà qu'on se souvient pas de ce qu'on a fait la semaine dernière, se rappeler de ce qu'on a dit il y a 2000 ans, je pense qu'effectivement ça doit pas être facile. Faut avoir une sacrée mémoire quand même. Mais Edith, elle, ça lui convient pas. Alors qu'elle l'attaque, il lui pose une question, utilisant ses propres armes. Biblical Jesus said, who do you think I am? He gave them a choice. I'm giving you one. Were you? If I said no, could you ever be sure? Biblical Jesus. Ouais, je suis bilingue. La mythologie, le sens qu'on donne à la vie, l'histoire elle-même, tout ça prend tellement d'ampleur qu'il est compliqué de savoir qui on est, d'où on vient et ce qu'on a vécu. Ce sont les histoires qu'on se raconte qui donnent le sens à l'existence. La question de Dieu est directement liée à la question du sens que l'on met dans notre existence. Et cette phrase anéantie Edith, on sent dans ses pleurs qu'il y a comme une déchirure. Si vraiment John est Jésus, elle a vécu sur un mensonge. Le sens que l'on donne à l'existence, c'est le sens que l'on veut donner à l'existence. John n'a pas l'air de dire que c'est mal d'avoir cru en Jésus. Il dit juste, ce n'est pas ce que j'ai dit, mais si tu veux me croire autre chose, c'est ton droit. La lumière se rallume alors violemment. C'est Will le rationnel qui la rallume. John se soumet alors au rationnel, il explique, c'était une blague, je me suis amusé avec vous, c'est vous qui avez nourri quelque part mon récit en posant des questions, je n'avais juste qu'à suivre le flot. Ce que dit John pour moi est à mettre en parallèle avec les religions.
les institutions religieuses notamment. On a pris un événement réel et on l'a mythifié. Mais ça n'est pas que la faute des institutions, c'est aussi le temps qui change le message. C'est-à-dire qu'à force de répéter quelque chose, on ne sait même plus l'origine de cette chose. Notre présent influe notre passé. La tension redescend enfin, tout le monde semble être d'accord sur le fait que John a menti, même lui. Mais on pourrait croire que la vérité est tellement puissante que John a préféré ménager ses amis en leur faisant croire que c'était un mensonge. Tous partent, encore légèrement habités par le doute, tandis que Will reste dans la maison et que dehors, John sort avec Sandy. Rappelez-vous, c'est le love interest qui n'a absolument aucun point de vue dans cette histoire, je trouve ça trop dommage. Et elle lui dit qu'elle ne croit pas qu'il a menti. Elle le croit. Et comme il se sent en confiance, il lui dit oui, effectivement, c'est vrai. J'ai changé mon nom tellement de fois. J'ai même fait des jeux de mots avec mon nom. Et il évoque la fois où il s'appelait John Tea Party à Boston. Will, qui est le seul personnage resté dans la maison, l'entend. 60 years ago, John Party. C'est son père. John est le père de Will. Will, face à la vérité, refuse de l'accepter, cardiaque, impacté par la vérité, finit par mourir. John avait donc bien raison de ménager ses amis. La vérité, à un point, elle bute quoi. Le récit se termine alors que Will meurt, emporté par l'ambulance. John prend sa voiture, prêt à déménager, et il invite Sandy à venir avec lui. Bon, ah ouais, 14 000 ans quand même, en 1h20. Man from Earth nous raconte vraiment l'histoire du monde, ok. C'est très profond et ça nous pose des questions existentielles, mais qu'est-ce que ça nous raconte de nous? Mais c'est Will. Will, c'est nous. Ok, récapitulons. Will arrive alors que le récit a déjà commencé et il se positionne en sauveur. Il nous représente, nous, face à l'histoire du monde. On arrive là alors que l'humanité a commencé il y a des milliers d'années et on croit qu'on est au top et qu'on sait tout. Il est à la fois sympathique et arrogant, bref, il est un humain. On croit que les questions de Will sont profondes et existentielles, mais si on y regarde bien, elles ne parlent que de lui. Il est autocentré, il ne parle que de son rapport à la mort et de son rapport à son père. Il vient de perdre sa femme et on apprendra plus tard qu'il n'a pas eu de père car c'est John. Will est totalement soumis à ses peurs. Il nous récite des concepts psychologiques complètement désincarnés dont il est plus le porte-parole que le véhicule. Sa grande colère face à la mort n'est pas due que au fait que sa femme soit morte il y a 2 jours. Elle nous rappelle aussi que nous sommes des enfants complètement apeurés devant l'existence. C'est nous qui avons peur de mourir. C'est parce que l'immortalité de John vient nous rappeler à notre propre mortalité. Il est cet exemple qu'on ne pourra jamais suivre. Nous allons mourir et pas lui. C'est l'injustice la plus profonde qui soit. Will essaie de camoufler sa terreur profonde et son angoisse face à la mort par un rationnel froid. Il est à l'inverse de John, un non-croyant. Alors que John, lui, invite à avoir la foi. Mais une foi sans Dieu, une foi sans religion, une foi en la vie quelque part. Will s'est construit un rempart de certitude à travers un savoir, un diplôme et un rejet total de la foi. Et regardez quand il questionne John sur l'absence de son père. Do you feel a vacancy in your life about that, John? Something you wish could be filled by a face, a voice, an image? C'est de lui dont Will parle en fait. Non mais regardez le regard de John. Il sait que c'est son fils à ce moment-là, c'est sûr. Le personnage de Will est souvent comparé à un enfant. For a moment, I'm not as young as I used to be. You never saw a grown child die. Et regardons son comportement face à la vérité. Il redevient un enfant. You had a beer. Will, c'est nous. Des enfants apeurés en quête de sens. Et c'est ça qui fait peur à Will. La seule figure qui pourrait être une figure rassurante, paternelle, est aussi triste et perdue face à la vie. Le passage où John nous explique être Jésus est juste formidable. Même lui ne maîtrise rien. Il a donné une parole, cette parole est transformée. Ça ne fait pas de lui quelqu'un de supérieur, ça fait de lui quelqu'un qui commet les mêmes erreurs que nous. Imaginez que Dieu existe et qu'il descende sur terre et qu'il nous dise « En fait, même moi, même pour moi, c'est la galère, les gars. » On serait dévasté. C'est le fardeau que porte John. Il a une responsabilité, mais il est tout aussi perdu que nous. Will, c'est notre nous profond, le rationnel, celui qui veut absolument tout comprendre, tout contrôler. C'est l'éternel débat de l'homme de foi versus l'homme de science. Un peu comme John Locke et Jack Shepard dans Lost. Ah bah tiens, c'est la première fois que je parle de Lost. Ah bah c'est que le début, hein. Oui, oui. Le fond et la forme sont alliés dans ce récit. C'est pour ça qu'il en émane une espèce de chaleur rassurante. En termes de film, on nous raconte qu'il n'y a pas besoin de gros budget pour pouvoir faire une histoire profonde et pertinente,
Et en termes d'humanité, on nous rappelle qu'il faut avoir la foi, mais pas une foi en Dieu ou en l'institution ou en l'Église, une foi dans la vie. Nous ne savons pas ce qu'un film va nous offrir quand on commence, et bien c'est pareil pour la vie. On ne sait pas ce qu'elle nous réserve quand on s'assoit dans le cinéma de la vie et qu'on commence à regarder le film. L'histoire de John est celle qu'on se raconte au coin du feu. Peut-être que c'est ce que faisaient nos ancêtres il y a très très longtemps, et se rassurer les uns les autres quant au sens de la vie. Ce sont des histoires qui donnent du sens à l'existence, un sens poétique qu'il ne faut surtout pas négliger. La poésie se retrouve à la fois dans l'art, mais dans la science. C'est ce que nous dit le film. John est un miracle, mais pas un miracle de Dieu, un miracle de la nature. Il n'y a pas de Dieu dans cette histoire, il n'y a que la vie. L'histoire du monde et le monde sont merveilleux, ils sont vastes, ils ont duré longtemps, ils vont durer encore longtemps, sauf si on continue à tout cramer. Nous ne savons que ce que nous sommes disposés à croire, et on en sait moins que ce qu'on croit. Merci à tous d'avoir suivi ce premier épisode de ZTO, j'espère que ça vous a plu. Pour moi c'était un régal. N'hésitez pas à partager, vous abonner, mettre des pouces, la cloche, tout ça. Je vous remercie, gardez l'esprit ouvert et je vous dis à très très vite.